Salut à tous les geeks. Dans quelques jours, le 17 décembre, la planète entière va redevenir bleue. Avatar Fire and Ash arrive et on connaît la chanson. C'est une révolution, James Cameron est un dieu, le cinéma ne sera plus jamais pareil. Alors ok, visuellement, on va tous prendre une claque, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant 2 minutes? Est-ce qu'on peut enfin admettre ce qu'on a tous ressenti devant la voix de l'eau, sans oser le dire? La vérité, c'est qu'Avatar, c'est sublime, mais c'est surtout le somnifère le plus cher de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, je me fais donc l'avocat du diable, je vais vous expliquer pourquoi cette saga est une escroquerie, une coquille vide, et pourquoi le troisième film risque de me mettre très en colère. Générique. On est en 2025, ça fait 16 ans que la franchise existe, c'est le plus gros succès du box-office mondial, James Cameron est un monstre sacré, respect éternel pour Terminator 2 et Alien, mais justement, c'est parce que c'est Cameron qu'on doit être exigeant. On nous vend Avatar comme une fable écologique, politique et spirituelle, sauf que si on gratte un peu la peinture bleue, il ne reste plus grand chose. Pire, il reste même des trucs qui craignent un peu. J'ai analysé la structure des deux premiers films et j'ai en gros 3 gros problèmes avec cette saga. Premier point, et c'est probablement le plus douloureux, l'ennui et le rendu visuel. Avatar souffre effectivement d'un problème que j'appelle le syndrome du safari de luxe. Rappelez-vous d'Avatar 2, il y a un espèce de ventre mou d'environ 45 minutes et l'intrigue est littéralement mise en pause. On arrête de raconter une histoire pour nous dire « Regardez ma gestion de l'eau, regardez mes particules ». On voit des enfants apprendre à nager, on voit des baleines de l'espace faire des sauts, on voit des plantes qui brillent, c'est magnifique, oui, c'est pas de souci. Mais c'est de la contemplation, pas de la narration. Et c'est là que le bas blesse. Cameron confond cinéma et documentaire animalier fictif. Dans un film comme Dune, quand on découvre le désert, ça sert l'intrigue. Le désert est une menace, une épreuve. Dans Avatar, la nature est juste là pour faire un joli fond d'écran. C'est l'équivalent cinématographique d'une démo technique à la Fnac pour vendre des télé OLED. C'est hypnotisant 10 minutes, mais sur 3h12, eh bien ça devient vraiment soporifique. Et parlons aussi de la technique pure. Le HFR, High Frame Rate, vous savez, cette fluidité extrême à 48 images par seconde, eh bien pour beaucoup, c'est l'avenir. Pour moi, eh bien c'est simplement la mort du cinéma. Pourquoi? Eh bien parce que ça enlève le grain, la magie, la distance. Tout devient hyper réel, trop net, trop fluide. On a l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo ou une telenovela de luxe, le fameux soap opera effect. Et évidemment, dans Fire and Ash, quand on verra les cendres voler en 48 FPS, je vous parie qu'on ne pensera pas quelle tragédie, on pensera plutôt « Waouh, quel moteur graphique !» L'émotion est tuée par la performance technique. Passons aux choses sérieuses avec ce deuxième argument. On nous vend Avatar comme un film ultime de la gauche progressiste, écolo et anti-impérialiste. En tant que géographe et passionné de géopolitique, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme. C'est faux. Idéologiquement, Avatar est resté coincé dans les années 90, voire dans le mythe colonial des années 60. C'est l'archétype absolu du White Savior. Analysons froidement la situation. Les Na'vi sont physiquement supérieurs, ils font 3 mètres de haut, ils ont des os renforcés au carbone, ils connaissent leur terrain par cœur, et ils ont Eywa, la planète entière qui se bat avec eux. Et pourtant, regardez les films, ils sont présentés comme incapables de s'organiser stratégiquement ou de gagner une guerre moderne sans qui? Eh bien sans Jake Sully, le marine américain. Le message subliminal est terrible et il est sans doute involontaire de la part de Cameron. Ce qui est pire encore, ces indigènes sont sympas, très spirituels, connectés à la nature, mais il leur faut un bon vieil occidental civilisé, un militaire formé à l'école humaine pour leur apprendre à se battre, utiliser des armes à feu et à diriger. Comparez ça avec Dune, encore une fois, Paul Atreides devient aussi un leader, mais le film nous montre que c'est dangereux, que c'est de la manipulation, que le Messie est une catastrophe. Dans Avatar, eh bien on valide le cliché au premier degré. Le blanc devient le meilleur des indigènes, mieux que les indigènes eux-mêmes. Il dompte le plus gros oiseau, le plus gros poisson, c'est Pocahontas avec des flingues. C'est une maladresse politique totale en 2025. Et puis un troisième argument, il y en aurait eu d'autres, mais il faut bien conclure à un moment, on va sceller le clou du cercueil. Il s'agit du scénario de reskin. C'est un terme de gamer, ça veut dire qu'on garde le même moteur de jeu, les mêmes mécaniques, et on change juste les textures.
Niveau 1, donc Avatar 1, on a le biome forêt. Jack arrive, il est nul, il apprend à chasser, il dompte la monture volante et il tape les méchants. Niveau 2, Avatar 2, on a le biome océan. Jack arrive, il est nul, il apprend à nager, il dompte la monture, aquatique cette fois-ci, et il tape les méchants. Et puis je vous parie qu'on aura le niveau 3 avec Avatar 3, le biome volcanique. Jack arrive, il a chaud, il apprend à marcher sur la lave. Vous voyez le schéma? Enfin bref, c'est un peu quand même comme ça qu'on pourrait décrire la trilogie. C'est une structure de jeux vidéo, de plateforme des années 2000, pas une saga cinématographique. L'histoire n'avance pas, elle se répète dans des décors différents. Et le pire aveu d'échec scénaristique là-dedans, c'est le méchant. Faire revenir Miles Quaritch, le colonel, en le ressuscitant via une sauvegarde, une espèce de carte mémoire, eh bien c'est catastrophique pour les enjeux. Si la mort n'est pas définitive, il n'y a plus de tension, c'est le niveau 0 de l'écriture. Dans un vrai conflit géopolitique ou une grande saga, quand un général tombe, eh bien l'Empire renvoie quelqu'un d'autre, avec une autre stratégie, une autre vision. Ici, on est coincé dans une vendetta personnelle, une bagarre de cours de récré entre deux mecs qui ne peuvent pas mourir. Ça réduit la guerre interplanétaire à un duel de coq. Alors voilà, faut-il boycotter Avatar 3 ? Bien sûr que non, j'irai le voir, vous irez le voir, on va payer notre place 15 balles pour en prendre plein les yeux, parce que techniquement, eh ben oui, c'est du jamais vu. Mais pitié, arrêtons l'hypocrisie, Avatar c'est juste une attraction de parc d'attractions, on est secoué, on est ébloui, mais en sortant, on n'a rien appris, on n'est pas grandi, c'est une coquille vide dorée à l'or fin. Si vous cherchez une claque visuelle, foncez. Si vous cherchez un grand scénario, eh bien revoyez encore une fois plutôt Dune ou, je sais pas, l'Empire contre-attaque par exemple. Enfin voilà, vous êtes de quelle équipe? Plutôt l'équipe Tais-toi le Geekosaure, c'est un chef-d'œuvre, ou plutôt l'équipe bah j'avoue, je me suis aussi endormi devant le 2. Dites-le moi en commentaire, je sens que ça va chauffer et j'adore ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater à mon analyse, c'était le Geekosaure et on remet ça une prochaine fois. A plus.